Bonjour, Monsieur Baranzini. Bonjour, cette large réunion de personnes. J'ai compris que la plupart d'entre vous, la raison d'être, ce sont vos étudiants, 18-25 ans, et c'est-à-dire les jeunes, ceux qui ont l'avenir devant vous, ceux qui font que l'on peut espérer un avenir, un bel avenir. C'est à eux que je veux surtout parler. Et je dois vous dire que le fait, vous voyez, un vieux bonhomme qui, arrivé à mon âge, reçoit la possibilité de parler aux jeunes, quel bonheur. Mais aussi, qu'a-t-il à dire? Est-ce que j'ai des recettes à vous donner? Oh, sûrement pas. Donc, je vais vous parler de moi un petit peu, puis je vais vous faire partager mes préoccupations et mes pensées, et puis mes espoirs que je mets dans vous. Alors, on va prendre ce petit, il est là. Voilà. Faire sa vie en 2021. C'est bien de vous qu'il s'agit. C'est en ordre, ça roule? Oui. C'est bien de vous qu'il s'agit. Vous êtes jeune, c'est le moment où vous entrez dans la vie. Aïe, 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 c'est magnifique. C'est magnifique. Et justement, qu'ai-je à vous dire? Ben voilà, je vous dirais que moi aussi je suis entré dans la vie il y a très longtemps. J'ai 78 ans, voilà. Et puis, au début, c'était pas très bien. Vous voyez, juste après le prix Nobel, il y a eu cette jolie petite histoire que le responsable de l'enseignement dans le canton de Saint-Gall a envoyé pour la nouvelle année, l'année 2018, il a envoyé une carte de vœux à tous ses étudiants et son personnel. Et la carte de vœux était comme cela. Et c'est inscrit en allemand, et ceci, la traduction, c'est « J'étais un très mauvais élève ». Oui, j'étais dyslexique et mauvais en tout. Et lorsque les choses ont été de mal en pis et de mal en pis, alors mes parents m'ont envoyé au collège cantonal de Trogen. Vous savez où c'est Trogen? C'est vraiment le milieu de nowhere, dans l'Appenzell, Suisse allemande. Et puis là, depuis ce moment-là, c'est allé de mieux en mieux. Enfin, ça a été mieux. Et puis maintenant, j'ai eu un prix Nobel. Est-ce que vous avez encore une question? Voilà le petit mot qu'il a transmis. C'est gentil et c'est assez rigolo. Évidemment, c'était une ellipse, c'était un raccourci un peu osé. Disons que moi, j'ai commencé ma vie à la montagne, en Valais, parce que mon papa construisait des barrages là-haut. Et c'est là que j'ai appris à connaître la nature, une nature qui, aujourd'hui, voilà, dans cet endroit-là, ça s'appelle maintenant, juste derrière, c'est Supernada, et ce n'est plus guère présentable. Voilà. Ensuite, j'ai été très très mauvais à l'école, mais j'ai eu un directeur d'école qui, ayant repéré que j'étais dyslexique, m'a désigné premier dyslexique du canton et m'a donné le droit de continuer d'année en année alors que j'étais mauvais en tout. C'est que plus tard que j'ai remarqué que pendant ces 4 ou 5 années de collège, eh bien, je n'ai rien appris, rien fichu, parce que j'avais ce remarquable oreiller de paresse qui me permettait de passer d'une année à l'autre sans avoir de notes quelconques. Eh bien, j'ai quand même fait quelque chose d'intéressant avec l'aide de mon professeur de travaux manuels qui a probablement passé plus de temps avec moi qu'avec n'importe quel autre, qu'avec toute la reste de la classe. Je me suis construit un télescope. C'était pas celui-là, mais c'était exactement ce modèle. Et puis, vous savez, et là, j'arrive à la conclusion. Vous voyez, dans la vie, il faut
avoir l'impression d'être bon à quelque chose. N'importe quoi. Si vous êtes très bon à danser les claquettes, c'est bon. Si vous êtes un grimpeur habile dans un mur de grimpe, n'importe quoi. Mais il faut avoir un petit quelque chose où on est très bon, où on se dit, là, je suis bon. Et bon, ben moi j'avais mon télescope et puis ça m'a aidé. Puis c'est pas par hasard que par la suite, ben, je me suis retrouvé après avoir fait des études de physique avec en microscopie électronique à Genève. Et puis depuis je suis tout le temps resté en microscopie électronique. Et puis voilà, le microscope électronique il a un problème. Les électrons sont très réactifs. Ils réagissent avec tout ce que l'on... Au lieu d'avoir de la lumière normale, on a des électrons, et les électrons, ma foi, ils réagissent avec tout, y compris avec l'air. Donc, un microscope ne peut pas avoir de l'air dedans. C'est une colonne sous vide. Et sous vide, l'eau s'évapore. Et puis, vous, monsieur, dame, et même votre directeur, il est d'abord fait d'eau. Et la biologie, c'est d'abord une science de l'eau. Ainsi, dans un microscope électronique, on doit sécher les objets complètement parce que l'eau s'évapore sous vide. Et toute la 50 ans de microscopie électronique ont été faites avec des spécimens secs et c'est pas bien. Et voilà, ben, en 1978, j'avais largement fini ma thèse, j'avais fait ma thèse à Genève, à l'école de physique, enfin dans les sous-bassements de l'école de physique. Puis ensuite à Bâle, et ensuite j'ai reçu cette chance énorme de la part à la création d'un nouvel institut qui est un petit peu le CERN de la biologie moléculaire, et c'était à Heidelberg, un projet européen, et le directeur de ce projet, Sir John Kendrew, un fameux bonhomme de la biologie structurale, se piquait dans l'Europe, partout un petit peu, des jeunes scientifiques qui ont des projets ambitieux, et il leur donnait 5 ans pour réaliser un bout de leur projet. Et voilà, ils m'ont piqué pour pouvoir faire ça, et ça a été ma chance. J'étais bien préparé par les travaux précédents, etc. C'était comme, vous voyez, j'avais ouvert une avenue qui était poursuivie par très peu de monde. C'était un truc un peu spécial. Et puis dans ce truc un petit peu spécial, c'est-à-dire geler les spécimens et puis regarder comment on pouvait les conserver dans un état, après les avoir gelés, séchés à froid, etc. Et c'était un petit peu ma spécialité. Ça a été disons, la base sur avec laquelle je suis arrivé à Heidelberg, à cet institut. Et puis là, j'ai eu une chance formidable. J'ai découvert, attendez quoi, est-ce qu'on le voit ici? Ah oui, ben ça c'est le problème, n'est-ce pas? L'eau. L'idée c'était de garder l'eau dans le microscope électronique en la congelant. Parce qu'à suffisamment basse température, moins 100 ou plus bas, l'eau ne s'évapore pas, la glace ne s'évapore pas. Mais l'ennui, c'est que ce n'est plus de l'eau, c'est de la glace, et la glace est aussi différente fait autant de dégâts à un objet biologique que si on le sèche. Et qu'importe, on s'était dit, c'était mon projet, c'était d'essayer d'y voir quand même clair. Et nous travaillons avec toutes sortes de technologies hautement subtiles, comme par exemple ceci. Attention, ne riez pas. Ce petit objet-là, vous pouvez le voir maintenant en version originale, comme ça, au musée Nobel de Stockholm. Eh bien, sur la droite de cet appareil, il y a un vaporisateur qui vaporise un flot de micro-gouttes qui passe par le petit trou blanc que vous voyez et qui fait un jet de petites gouttes qui passent au-dessus de ce récipient qui contient de l'azote liquide, donc à moins 180 degrés. Et puis, au-dessus, vous voyez une pincette qui tient un porte-spécimen, c'est-à-dire une grille qui porte un film extrêmement mince, tel qu'on les utilise pour porter les spécimens du microscope électronique. Et cette petite pincette, eh bien, vous la faites tomber, poum, et en tombant, elle ramasse quelques gouttes, et qui sont immédiatement congelées quand elles tombent dans l'azote liquide. Et ainsi, on voyait des gouttes d'eau. Ça, c'est des gouttes d'eau. Enfin, non, c'est pas de l'eau, c'est de la glace.
Et puis un jour, mon collègue Alistair McDowell a eu l'idée de mettre dans le récipient à azote liquide un autre petit récipient qui gauge dans l'azote liquide et dans lequel il condense un autre gaz. Au lieu de mettre de l'azote, il met de l'éthane. L'éthane, c'est le gaz des briquets, par exemple. Et puis, pour des raisons que je ne vais pas vous expliquer, eh bien, l'éthane est un produit qui refroidit mieux que l'azote liquide. Et puis là, c'est mon collègue Alistair McDowell qui avait fait cette manipulation. On essayait de chercher dans toutes les directions. Il a essayé ceci et il m'appelle au microscope parce qu'il voyait ceci. Et nous étions les deux à regarder ceci et nous nous demandions qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas cristallisé, c'est amorphe. C'est quoi? C'est une goutte. Lui pensait que ça devait être une goutte d'éthane. Moi, je savais que ce n'était pas possible. Je lui ai expliqué non, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce? Alors, on a décidé de laisser chauffer notre porte-objet qui était à ce moment-là dans les moins 170 et on laisse chauffer. Et puis, on s'est dit, on verra bien comment ça s'évapore. Et puis, ça ne s'est pas évaporé, arrivé à moins 135, tout à coup. En une seconde, cette goutte s'est transformée en glace. Et la glace, nous, on sait la repérer, on sait la voir. Au microscope électronique, on a tout de suite vu, c'est de la glace. Mais si, avant, c'était quelque chose de vitreux, quelque chose de non cristallisé, il fallait croire qu'on avait là, dans le microscope, de l'eau immobilisée par le froid, mais non cristallisée, c'est pas de la glace. Et puis ça, je lui ai dit, oh là 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 là, on a un gros truc, parce que tout le monde savait que la vitrification de l'eau liquide est impossible. Il y a 40 ans qu'on le savait, et il y avait des solides bases qui le prouvaient. Et ainsi, nous avons, quand notre article qui racontait la chose a été envoyé au fameux journal Nature, on nous a raconté, ça c'est Monsieur Vitrification, c'est Alistair McDowell, c'était mon ingénieur donc, et maintenant il est au Caltech, il a fait une thèse, il est professeur au Caltech, enfin, il est un homme formidable. Voilà, et au passage, pourquoi est-ce que c'est moi qui ai eu le prix Nobel et pas lui? Bon, je vous laisse avec la question. C'est pas clair, c'est pas clair. Voilà, la vitrification était bien connue, c'était impossible, et Nature nous répond « You can't bend nature », ce qui veut dire, c'est un méchant jeu de mots qui veut dire « Mais vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas tromper la nature, et vous ne pouvez pas tromper le journal Nature ». C'était bête, parce que il y avait deux raisons. Enfin, d'autres personnes avaient trouvé exactement la même chose avant nous, mais nous on ne le savait pas, mais c'est très bien. C'était les Autrichiens qui ont trouvé donc que la vitrification était possible. Nous, on est venu un petit peu après, mais voilà. Et puis c'est très facile, vous savez. Avec la méthode que nous utilisons, c'était très facile. Ça se faisait en quelques secondes, et puis on passait dans le microscope, et puis on voit bien si c'est vitreux ou pas vitreux. Donc, il n'y avait pas de discussion. Et puis, vous savez, ça, pour un chercheur, c'est quand même une chose extraordinaire. D'habitude, une recherche, c'est je fais une hypothèse et je vais passer ma vie à essayer de prouver cette hypothèse. Mais quand on cherche, je ne sais pas, sans très bien savoir quoi, et puis on s'aperçoit qu'on tombe sur un os qui n'est pas possible. Mais vous comprenez, ça c'est une chance extraordinaire parce que là, vous ouvrez vraiment une avenue. Puis alors, bon, l'avenue donnait ceci, on a rapidement appris à traiter non pas de l'eau pure, mais de l'eau avec des choses dedans, par exemple ici des virus. Et puis quand on a des virus dans une couche d'eau comme celle-là, eh bien, on a, vous voyez, il y a des tas de virus qui sont au fait les mêmes virus. Oui, il y a des petites variations près, c'est la même bête. Mais la bête, enfin la bête, c'est pas la bête, c'est un virus. Dans toutes sortes d'orientations. Et quand on a un objet qu'on peut voir dans toutes sortes d'orientations, on peut en faire une reconstruction tridimensionnelle par des mathématiques habituelles. Oui, c'est des belles mathématiques. Et puis, on reconstruit l'objet. Et voyez-vous, ici, il est reconstruit à 35 angstroms, c'était en 1986, c'était un beau succès, et c'était 35 angstroms. Mais vous vous en fichez, vous, que ce soit 35 angstroms. Mais ensuite, beaucoup ont travaillé. Par exemple, ces deux messieurs, ça c'est
ça c'est Richard Anderson et c'est Joachim Frank qui, eux, ont partagé le prix Nobel en 2017. Et il y a eu encore bien d'autres gens qui ont travaillé pour améliorer d'année en année, on améliorait. On a commencé à 35 angstroms, puis on est arrivé à 28, et puis etc. Toutes les années, ça allait un petit peu mieux. Et puis un jour, on est arrivé à 3,5 angstroms. Quand on arrive à 3,5 angstroms, c'est 10 fois mieux. Attention, mais 10 fois mieux, c'est pas mal. Parce qu'on améliore la résolution d'un facteur 10. Mais vous voyez, le volume correspondant, le volume qui est 10 fois plus petit de côté, il est 1000 fois plus petit en volume. C'est-à-dire qu'après 35 ans, on était capable de sortir du spécimen 1000 fois plus d'informations qu'on en sortait au début, autrefois. C'est costaud, hein? Ils ont bien travaillé ceci, puis bien d'autres, puis les constructeurs de microscopes. Et voilà. Et à ce moment-là, mais il y a quelque chose de plus important encore. Quand on est à 3,5 angstroms, on voit quoi? On voit les atomes. Et quand on voit les atomes, ça s'appelle de la chimie. Et ça veut dire que nos images, ou plutôt les travaux qu'on fait sur nos images, on les communique à qui? Aux chimistes. Et quoique nous trois ne sommes nullement des chimistes, on livre aux chimistes du boulot, d'un tas de boulot. Et puis, les gens de Stockholm se sont dit, oh mon Dieu, ça c'est pas mal. Regardez par exemple, ici, voilà à quoi on arrive. Voici une grosse molécule, enfin un gros complexe macromoléculaire. Là-dedans, il y a à peu près 100 000 atomes. Eh bien, chaque atome est en position en 3 dimensions. Et vous comprenez, quand vous donnez un truc comme ça à des chimistes, eh bien, ils ont de quoi bosser. Ils ont tellement de quoi bosser que les gens de Stockholm ont dit « Oh, ça c'est bien !» Et puis on leur donne un prix Nobel à ceci. Et puis alors voilà, vous voyez, ça c'est où on serre la main au roi. Ça c'est très beau, il y a des tas de photos sur comment ça se passe. C'est bon, c'est un cirque étonnant. C'est bizarre, mais enfin voilà. Mais ceci a une conséquence, pour moi, ça a une conséquence très importante. Voyez-vous, entre le moment où ce prix Nobel m'a été annoncé, c'était je crois le 4 octobre, et le moment où on va présenter ce grand discours à Stockholm, il y avait 2 mois et quelques, et là, se pose la question. Parce que tout à coup, vous voyez, quand vous avez un prix Nobel, les gens vous pensent que vous êtes intelligent, que vous dites que vous êtes sage, que vous dites que des choses importantes et magnifiques. Et vous savez, vous êtes comme avant, mais vous faites quoi? Mais quand même, quand on a une voix comme ça, ben, moi, je me suis senti vraiment obligé de dire, mais tu ne vas pas l'utiliser pour n'importe quoi, tu ne vas pas leur raconter l'histoire d'eau froide, tu vas leur parler de choses importantes. Et c'est ainsi que j'ai fait mon coming out. J'ai toujours été politiquement actif, politiquement au sens large du terme, au sens étymologique, c'est-à-dire un intérêt pour les affaires collectives. Mais là, il fallait y aller. Puis c'est ainsi que voilà, à Stockholm, ben voilà, je leur ai expliqué que, imaginez qu'est-ce qui se passe si avec nos méthodes on découvre le moyen de soigner Alzheimer. Aujourd'hui, je ne dirais pas ça. Maintenant, nous découvrons un médicament pour soigner le Covid et je peux vous dire que la cryomicroscopie électronique, elle est utilisée énormément. Tous ces mutants, tous ces vaccins, tout ça se passe au cryomicroscope pour essayer de comprendre où agit quoi, etc. C'est la grosse surchauffe de la cryomicroscopie, pas seulement naturellement, mais aussi. Imaginez, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Et alors évidemment on peut... La voie normale, c'est que les grandes firmes chimiques se jettent là-dessus, prennent des brevets et les défendent pour gagner le plus vite possible, le plus de fric possible. Et nous sommes exactement dans cette situation. Maintenant, nous avons ce vaccin qui est distribué, que les pays riches se précipitent pour l'avoir. Vous connaissez ce qu'il se passe. D'ailleurs, hier, oui, donc je vous dis, ça c'est... J'ai un petit peu bâclé ma préparation ce matin. Je l'ai construite ce matin parce que je ne pensais pas faire avec une préparation PP, PowerPoint, mais voilà, j'ai changé d'idée ce matin, alors si c'est pas au point, tant pis. Donc, on est bon à produire les connaissances, mais sommes-nous bons à les utiliser? Pas tellement.
Parce que mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ça c'est vieux, c'est du Rabelais, hein, mais ça reste mais ça reste bien valable. Et là, je rêve que la connaissance soit un bien commun pour le bien de tous. Et aujourd'hui, toute cette connaissance sur le virus, qui est nécessaire à faire face à la pandémie, bien, à qui appartient-elle? Où va-t-elle? Ben voilà, je crois que c'est... oui, l'OMS se bat pour que la distribution se fasse bien. Les pays se battent pour que ça vienne chez eux. Et on vit une foire d'empoigne maintenant qui est très, très difficile et compliquée. Et bon, par exemple, je crois que, oui, c'est hier aux nouvelles, le premier vaccin du dispositif COVAX ont été livrés au Ghana. Le dispositif COVAX, c'est une organisation qui est centrée sur Genève et qui se bat pour que le vaccin soit distribué dans le monde entier, pas seulement les riches se jettent là-dessus. Mais vous voyez, le nombre de pays, nos pays riches, se sont appropriés une quantité de vaccins. Au fait, ils se sont déjà appropriés plus que de quoi vacciner tout le monde. Et puis maintenant, on annonce la première livraison au Ghana. Ben, ça fait réfléchir. Bon, ça fait réfléchir. D'un côté, depuis le prix Nobel, depuis que j'ai fait mon coming out, comme je dis, coming out de celui qui parle et qui crie pour défendre sa cause, ben, c'est quand même la cause de base sur laquelle je me heurte, c'est quand même les problèmes du climat. Et là, que vous le vouliez ou pas, je dois prendre 5 minutes pour vous dire quelque chose. Vous savez tous, vous connaissez tous ce qui passe, mais vous savez, la situation est très simple. Voici la courbe de température depuis 100 ans, ou un peu plus de 100 ans. C'est la température mondiale moyennée comme on sait le faire. Et comme vous voyez, la température monte. Ça, c'est cette augmentation de la température, cette anomalie de température, au fait, par rapport au début, dans les années 1900, on a déjà pris 1,2 degré. Et cette montée, quand un scientifique voit une courbe comme celle-ci, il se régale, il dit « Oh, magnifique courbe! Oh, quelle est la loi sous-jacente ?» Alors, il se dit « Oh, voyez, dans la deuxième partie de la courbe, après 1970, eh ben, on peut monter, elle monte même tout droit presque. Et puis, vous voyez, j'ai remis les données ici, c'est les mêmes données que tout à l'heure. Et vous voyez la ligne noire qui monte depuis les années 50, etc., et qui essaye de coller le mieux possible avec tous les points, eh bien, c'est une ligne droite. Eh bien, ce serait une loi linéaire. Ouh! Bon, mais quand un scientifique voit une courbe comme celle-là, il se dit qu'il y a peut-être une autre hypothèse. Elle monte de plus en plus vite. Alors on essaye une autre loi, c'est la loi exponentielle, et c'est en rouge. Et la loi exponentielle, elle est détestable. Elle est détestable parce qu'elle colle avec les données. Donc nous avons ici une courbe qui nous dit, eh bien non, la température monte de manière exponentielle. Ouh! Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que vous savez, vous connaissez cette petite plaisanterie. Un jour, à Giverny, là, dans le grand marais, autour de chez Moinet, eh bien, il y avait, ils ont mis une jacinthe d'eau le 1er avril de ce mois. Et puis, vous savez, la jacinthe d'eau double tous les jours. Elle se divise en deux tous les jours. Et le 30 du mois, l'étang était complètement couvert. Question à 100 balles, quand était-il couvert à moitié? Eh bien, croyez-moi ou non, eh bien, la majorité des gens continuent à répondre, eh bien, le 15. Parce qu'ils réfléchissent en termes de la ligne noire.
Et non, saloperie, la courbe exponentielle, eh bien, on était à moitié le 29. C'est-à-dire que pendant longtemps, on ne voit rien, mais quand on voit, c'est très, très, très tard. Et ici, vous voyez, on a pris 1,2 degré. On a dit qu'il ne faut pas dépasser 1,5. Mais 1,5, c'est pour 2030. Et 2 degrés, c'est pour 2040. Et puis si on laisse aller comme ça, pour la fin du siècle, c'est 8 degrés. Puis vous savez, 8 degrés, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, actuellement, nous sommes sur une course de catastrophe. On va droit dans le mur. Zut! Zut! Bon, on passe. Pourquoi est-ce qu'on va comme ça droit dans le mur? La température monte en folie. Maintenant, ça va, mais ça ne va plus. Et elle monte parce que la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente. Elle augmente d'ailleurs exactement avec la même loi exponentielle. Et pourquoi est-ce que le CO2 augmente dans l'atmosphère? Eh bien, parce qu'on brûle le carbone fossile qui a été pendant 200 millions d'années au fond de la Terre, qui s'est amassé pendant 200 millions d'années au fond de la Terre et qu'on sort en 100 ans. Et ce carbone fossile que l'on sort, ça produit le CO2 qui a produit l'augmentation de température. Et ça, dans un sens, c'est une bonne nouvelle, ça. Parce que vous voyez, il y a une relation toute simple, toute linéaire, toute directe entre la consommation d'énergie fossile, le CO2 et l'augmentation de température. C'est tout bête, c'est tout direct. Ainsi, on sait, si on veut arrêter l'augmentation de température, il faut arrêter de consommer du carbone. C'est tout bête, c'est écrit là, c'est les lois qui nous le disent. Et il faut le faire vite. Parce que cette merveilleuse relation directe, 1% de plus en carbone fossile, c'est 1% de plus à l'augmentation de température. C'est tout linéaire. Zut! Oui. Mais ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Parce que vous voyez, si on continue un petit peu, par exemple, la chaleur que l'on dépose au nord fait fondre la glace et parce qu'il y a l'augmentation de température, la glace fond et quand la glace fond, la chaleur du soleil se dépose mieux au nord. C'est-à-dire l'augmentation de chaleur, l'augmentation de température produit l'augmentation de température. Et vous avez un cercle vicieux, la même chose, l'augmentation de température produit des incendies un peu partout dans le monde qui, eux, produisent plus de CO2 et c'est de nouveau le cercle vicieux. On y va, on ne peut pas l'éviter ça. Mais pour le moment, la relation telle qu'elle est maintenant, qui reste proportionnelle, nous dit jusqu'à nouvel avis, ces tipping points qu'on a vu, ces points de collapse, eh bien, ne sont pas dominants. C'est-à-dire que si on arrête de consommer de carbone fossile, on s'en sort. Mais il faut faire vite. Oui, c'est possible. C'est facile, si on veut. Je vous donne juste un exemple. Regardez, ça, on arrive à changer les choses très vite. Voilà, ça c'est 2 photos d'une rue de New York. Une en 1900, en congestionné de véhicules à cheval. Pas une voiture. 10 ans plus tard, 13 ans plus tard, congestionné de bagnoles. En 13 ans, on a changé le paradigme du transport. Ben oui, on peut le changer, maintenant il faut le faire dans l'autre sens. Youp! Mais on a les moyens. Regardez, à Sion, ils ont ce petit truc. Mais on pourrait transformer nos moyens de transport. Mais en 13 ans, fini les bagnoles. Et puis on aurait d'autres systèmes. Ça ne veut pas dire qu'on va on va aller en vélo. C'est très bien le vélo. Moi, je suis un chaud partenaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on va plus se déplacer. Mais on va se déplacer d'une manière raisonnable. Et là, ce joli bouquin de Roger Norman nous montre que, voyez, l'énergie, on en a plein. Quel est le meilleur moyen de produire de l'énergie? Hein? Vous savez ce que c'est? Ben non, ce n'est pas l'énergie nucléaire. On peut être tranquille. Hein? Mais le premier, au niveau mondial, le moins cher et le plus facile à mettre en œuvre, c'est le vent. Le deuxième, c'est le soleil. D'ailleurs, le vent, c'est aussi le soleil. Hein? Et du soleil. Mais il y en a 10 000 fois plus que ce qu'on utilise sur la Suisse. Donc, ce serait facile. Simplement,
Et puis on a les moyens, on sait comment il faut le faire, il suffit de se secouer. Vous voyez, en décembre 1941, eh ben, les Américains, les USA, ne voulaient pas, et puis il y a eu Pearl Harbor. Et du jour au lendemain, cette économie formidable s'est transformée. Et là, il y a eu ces fameuses histoires où le président convoque ses principaux industriels et puis il leur dit, bon, maintenant vous allez produire ces quantités de matériel pour pour notre victoire. Oh, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, 1er janvier, c'est-à-dire dans un mois, vous ne produisez plus une bagnole privée. Terminé. Ben voilà, Ben je crois que, ben oui, ben c'est vous de la HEG qui allez gérer ce tournant et qui va aller le gérer de manière à ce qu'il nous emmène dans un monde radieux et positif. Mais c'est vous qui devrez le faire, c'est pas moi. Allez, courage, attendez, c'est pas tout à fait fini. Je voulais vous montrer encore. Ah oui, voilà. Ben voilà. Ça, c'est le groupe des jeunes dont j'ai fait connaissance, c'était quelques jours après le 24 février 2019. Et ça, c'est un groupe de gamins, quoi. Vous voyez, ils sont pas vieux, mais ils ont l'air très, très, très contents. Ben, il y a de quoi, parce qu'ils venaient d'obtenir de la ville de Bâle, avec un vote très, très bien, très bon, que la ville de Bâle se déclare en état d'urgence climatique. Depuis, il y a plusieurs villes, et depuis, il y a beaucoup d'endroits, et il y a beaucoup d'efforts qui vont dans ce sens-là. Il faut les renforcer, il faut aller beaucoup plus vite, mais est-ce qu'on est dans le bon côté? Est-ce qu'on va du bon côté ou est-ce qu'on n'y va pas assez vite? Je ne sais pas. Mais vous, les jeunes, c'est vous qui allez faire qu'on aille du bon côté assez vite. Moi, je ne peux que vous remercier et vous féliciter. J'ai fini.